Ouais, j'ai lancé le live. On va s'organiser tranquillement. On va attendre que des gens arrivent un petit peu dessus. Pour l'instant, on va se mettre comme ça. Hop. Ah oui, attends. Il y a la lumière. Comment? Ah, c'était les tiens qui étaient là? T'as pas reçu mon texto? Non. Tiens. Merci. T'as pas? Comment ça se fait? Oups, faut que je mette ça là. Oh, putain, ça a claqué. Non, c'est juste. Non, parce qu'il y a plusieurs ampoules, il y en a une qui a dû claquer. Bonjour tout le monde. Je suis avec Françoise Nicolas. J'espère que tout le monde va bien. Salut. Merci, bonjour Du Gabin. coup, on s'est déjà vu avant. Voilà, On va pas faire style bonjour, voilà, bonsoir. bonjour, enchanté. Bonsoir à tous. On aurait pu imiter l'entrée, enfin bref. Bonsoir tout le monde, on fait un live un petit peu particulier, c'est une première pour Vécu, donc on va essayer d'être le plus clair possible. C'est une histoire très compliquée que tu as vécue. Pour le coup, je m'y suis un petit peu intéressé et c'est vrai qu'il y a pas mal de détails compliqués à comprendre, etc. Donc on va essayer d'être le plus précis possible. Alors avant de commencer, moi, on m'a prévenu, on m'a dit attention Gabin, les lanceurs d'alerte, tu sais, c'est dangereux, tu vas pas te faire des amis, etc. Donc je comprends du coup pourquoi les journalistes et les médias n'en parlent pas forcément et ont un petit peu peur. Donc je leur conseille de faire comme moi. Quand on a des risques de se faire blesser ou voilà, bah, on se protège. Donc je mets mon casque pour ce petit exercice afin de être sûr que personne m'agresse et on va pouvoir commencer. Merci Gabin, tu as raison de prendre des précautions. Je prends des précautions parce que quand même le risque est là. Bon, vous êtes 300 sur le live, n'hésitez pas à partager et expliquer aux autres pourquoi j'ai un foutu casque sur la tête parce qu'ils vont pas comprendre ce qui arrive. En tout cas, donc Françoise, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, te présenter, à savoir un petit peu qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu as une famille, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais actuellement, etc. Voilà, alors donc je m'appelle Françoise Nicolas, j'ai 57 ans et je suis célibataire, j'ai une fille de 34 ans et j'habite à Nantes. Et donc professionnellement, donc j'ai commencé à travailler très jeune, à l'âge de 21 ans, donc j'ai fait 36 métiers dans la presse, l'édition. J'étais ouvreuse de cinéma, j'ai été pendant 10 ans chargée de mission à France Télécom pour les projets européens. Et puis, il y a eu... France Télécom a eu un déclin, n'a pas vraiment vu passer Internet, etc. Donc j'ai quitté France Télécom, j'ai repris des études et j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères en réussissant un concours donc pour devenir diplomate en 2000, donc il y a 18 ans. D'accord, et voilà. sur ce concours, vous étiez combien à le passer? Alors on était plus de 2000 candidats à le passer, et moi j'étais... Il y avait 5 postes. 5 postes pour plus de 2000 candidats. Je l'ai passé un petit peu... voilà, un peu au hasard, mais on était plus de 2000 candidats pour 5 postes et j'étais deuxième de ce concours, deuxième du concours externe. D'accord. Donc il y en a là-dedans. J'aurais dû. La tête dure. Il y avait quand même du potentiel, sauf que j'aurais été... Théoriquement, j'étais promise à une jolie carrière de diplomate, mais il s'est passé ce que... quand j'étais en position de partir à l'étranger, le représentant de la DRH m'a expliqué que j'avais intégré le ministère trop âgé, j'avais 39 ans. D'accord. Voilà, et qu'en plus j'étais une femme. Ah mince. Et les femmes, on n'en veut pas dans tous les postes. D'accord. Donc du coup, j'ai essayé de faire valoir mes compétences techniques et tout ça, et voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que autant mes camarades de promotion sont partis très vite à l'étranger en poste pour exercer leur métier, pourquoi ils avaient passé le concours. Moi, j'ai attendu 8 ans et j'ai fini par en fait accepter un marché de la DRH, de la directrice de ressources humaines du ministère, dans cette époque-là, parce que j'insistais. Et qui m'a dit, écoutez, à Nantes, il y a un poste dont personne ne veut, parce que le chef de bureau est caractériel, donc ça fait plus de 3 mois qu'on cherche des gens, personne ne veut y aller. Si vous allez sur ce poste et que vous tenez 18 mois, vous partez à l'étranger. Donc j'ai pris le poste, j'ai accepté le marché,
Ça s'est bien passé, voilà, et je suis partie, et du coup j'ai eu ce poste au Bénin, qui était mon premier poste, alors que ça faisait 8 ans que j'étais au ministère. Mais ce qui est important, c'est que, justement, vu ce contexte-là, je n'ai pas choisi ce poste. Et deuxième de promotion, 8 ans pour avoir un poste. Voilà, et je suis partie sur un poste, donc je pense qu'on m'a fait une mauvaise blague, justement, en m'envoyant sur ce poste. Quand on voit la suite, on peut se poser la question. J'en ai la conviction. On m'a envoyé sur ce poste du jour au lendemain, donc sans formation, c'est important pour la suite, sans formation, et puis surtout, je suis tombée dans un guêpier pas possible, dont je n'ai pas pris conscience, et j'avais... Voilà. Justement, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était le contexte professionnel, à savoir ta mission au Bénin quand tu intègres. Donc, tu intègres le ministère, l'ambassade de France au Bénin. Oui. D'accord. Et quelle est ta mission là-bas? De quoi tu t'occupes factuellement? Alors, la mission, j'étais envoyée quasiment du jour au lendemain. Sans formation, donc personne ne m'a mise en garde, justement par rapport à ce qui m'est arrivé ensuite. J'étais au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, et j'étais responsable d'un service. J'étais responsable du service qui s'occupait des bourses d'études, des missions et des invitations. Donc, bourses d'études, donc ce sont des étudiants béninois qui vont en France étudier, et donc le gouvernement français finance leurs études en France. D'accord, voilà. Donc ça c'est pour les études. Les études, et comment puis... tu les appelles? Les boursiers. Non, il y a invitation... Et alors il y a les B, mon service c'était BMI, donc B pour les bourses. D'accord, les bourses, les bourses pour les étudiants. Ok. M pour les missions. D'accord, donc la mission c'est quoi? Les missions, ce sont des Français qui viennent au Bénin former des Béninois, donc on les invite, par exemple ça peut être des pompiers ou des magistrats. Ou un médecin, qui va venir former un Béninois, qui va venir au Bénin, former, voilà. Les invitations, alors là c'est dans le sens inverse, ce sont des Béninois qu'on invite en France. Des diplomates, enfin du coup, non, pas du tout. Pas forcément, ça peut être des écrivains, ça peut être des agriculteurs, ça peut être, tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment de la coopération concrète. Et donc moi, mon travail, j'étais petit fonctionnaire, petite. Donc mon travail, c'était de transformer les instructions que l'on me donnait. D'accord. En réalité, donc moi j'avais pas à décider qui allait avoir une bourse ou qui. Toi tu t'occupais pas des protagonistes. Voilà, moi j'étais le budget quoi. J'étais une exécutante, donc c'est-à-dire c'est l'ambassadeur ou des diplomates plus élevés que moi dans la hiérarchie qui décidaient que monsieur ou madame Intel devait avoir ses études de financer ou devait venir ou tout ça, ou des assistants techniques, etc. Et donc on me disait, Françoise, tu t'occupes de monsieur ou de madame Intel. Et donc moi à partir de ça, je rencontrais la personne, je montais un dossier. Je recevais la personne, je lui demandais comment elle s'appelait, où elle allait, d'où elle venait, pour qui, pourquoi. Et donc je montais le dossier pour qu'elle ait un billet d'avion, qu'elle parte en temps et en heure. D'accord. Qu'en France, elle ait l'argent, qu'elle perçoive bien l'argent, qu'on débloque l'argent, que tout se passe bien, et puis au retour également, que tout s'était bien passé, que voilà, c'était vraiment... Tu faisais un peu la logistique la logistique, mais vraiment de l'instruction jusqu'à la personne qui revenait, et puis voilà, et tout le séjour en France était bien passé, ou au Bénin, ou la bourse d'études, donc c'était à moi donc, et pour ce faire, c'était un gros travail logistique, et quand je suis arrivée à l'ambassade, j'ai trouvé le service en grand désordre. D'accord. Donc, concrètement, il y avait, par exemple, 3 dossiers pour une même bourse, une même personne. Des bourses qui étaient données depuis des années sans aucun justificatif. Donc, j'ai fait le ménage. Et comme, vu mes précédents postes, j'avais l'habitude de me retrousser les manches et d'y aller, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis en place des bases de données. Des bases de données donc très claires avec un logiciel donc pour gérer mes dossiers de façon très, très pratique et très efficace justement et avoir une maîtrise très fine et pour déceler les problèmes, pour justement régler que les gens partent à l'heure, à temps, etc. Ouais. Et et justement ces bases de données qui m'ont
un, ça n'a pas plu, et deux, ça a causé ma perte. Mais ça n'a pas plu du tout au départ. Bah justement, on va y revenir. Donc en gros, le problème, c'est que toi, tu es venu, tu as structuré un petit peu tout ça parce que c'était le bordel. Pour ceux qui arrivent, je répète pourquoi j'ai un casque. Tout simplement parce que en général, les lanceurs d'alerte, on leur donne pas forcément la parole dans les médias facilement. Et du coup, bah, on m'a dit, Gabin, attention, lanceur d'alerte. Donc bah, c'est pour montrer que bah, si on se protège bien, on peut le faire. Donc, mais bon, je vais l'enlever parce que après, si tout le monde fait des histoires pour ça, mais en tout cas c'était un message que je voulais passer et voilà. Donc on reprend. Donc on a compris un petit peu ton contexte professionnel et je crois savoir, enfin de ce que j'ai compris, il y a eu un premier rapatriement en fait en 2009, c'est ça? Oui, je suis tombée dans un piège tendu par l'ambassade. Donc là, tu étais en poste depuis 1 an? J'étais en poste depuis 1 an. D'accord, voilà. Donc tu avais restructuré, etc. Ça plaisait pas trop. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour qu'on te rapatrie en France à ce moment-là? Alors, on m'a rapatrié, c'est le médecin de l'ambassade qui a décidé de me rapatrier sous un faux prétexte. Donc là-bas, il y a des moustiques et tu attrapes facilement le paludisme. Et le paludisme, bon, bah voilà, ça te rend malade, mais tu passes le truc. Et j'avais une crise de paludisme, et ce qui est banal. Et le médecin de l'ambassade m'a fait venir à son cabinet et m'a expliqué que non, c'était pas une crise de paludisme, mais qu'en fait, c'était des bactéries qui étaient en train de me tuer et que si je n'acceptais pas d'être rapatriée en France, j'allais mourir. Donc, j'ai pas pensé à demander un deuxième avis médical. J'ai fait confiance et j'ai accepté d'être rapatriée en France. D'accord. Une fois en France, donc on s'est rendu compte que j'étais. Ça avait le paludisme. Que c'était du paludisme, c'est rien de plus. Et donc, je suis allée au ministère en disant regardez, tout va bien, finalement, je ne vais pas mourir, c'est pas des bactéries qui sont en train de me tuer, mais regardez, tout va bien, c'était qu'une crise de paludisme. Et là, le médecin du ministère des Affaires étrangères m'a expliqué, mais m'a dit mais madame, l'ambassade a motivé votre rapatriement par une tentative de suicide. Alors, j'ai explosé de rire, je lui ai dit mais docteur, vous plaisantez, tout va très bien dans ma vie, je gagne bien ma vie, j'aime le pays, j'aime mon travail, je suis amoureuse, je me passe le mois prochain. Il m'a dit, mais madame, je ne suis pas policier, si je dois croire l'ambassadeur ou vous, je crois l'ambassadeur. D'accord. Donc tout a commencé comme ça, en fait. Ça a pris, c'est monté vraiment en mayonnaise de façon très incroyable. Ce qui fait que j'ai fini par aller consulter des avocats, saisir un tribunal pour aller reprendre mes fonctions au Bénin. D'accord. Donc cette histoire a duré pendant 3 mois. Donc j'ai finalement réussi à retourner au Bénin au mois de septembre 2009. Et donc là, tu veux peut-être poursuivre. Donc là, tu es resté 3 mois en France, bloqué, à te battre avec des avocats pour récupérer ton poste au Bénin. Voilà. Finalement, c'est bon, tu as pu y retourner. J'ai pu y retourner. Et quand tu arrives au Bénin, du coup, tu découvres un climat un petit peu différent. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et surtout, on te change ta mission, c'est ça? Alors surtout quand je suis retournée au Bénin après ce piège tendu par l'ambassadeur qui m'a bloquée en France pendant 3 mois, donc je retrouve mes fonctions au Bénin et là je trouve une nouvelle hiérarchie. J'avais un nouveau chef de bureau, une nouvelle hiérarchie. D'accord. Parce que la précédente avait été virée par l'ambassadeur. D'accord, et c'est le monsieur dont on va revenir un petit peu dessus tout à l'heure, c'était ton chef. Mon premier chef de bureau, mon premier chef de bureau qui était mon premier chef de bureau, lui, il était très content de mon travail de remise en ordre, de tout ça. Il trouvait que j'étais très très efficace. Il était vraiment dithyrambique. Il savait, il voyait que j'étais une fille sérieuse. Il était très satisfait de mon travail. Mais lui, il était dans le collimateur de l'ambassadeur, c'était évident. Il avait des humiliations publiques, alors, genre d'humiliation publique, par exemple, j'ai vu, moi, l'ambassadeur l'avait privé de voiture de fonction. D'accord. Et ce qui fait que ce monsieur, quand il allait rencontrer des ministres béninois où il allait à des cérémonies officielles, il était obligé de prendre l'estafette de l'ambassadeur ou de prendre une moto-taxi, tout ça. Donc tout le monde rigolait. Ouais. C'était. Donc c'est des sortes d'humiliations. C'était des humiliations. Donc ce monsieur. Il a été viré par l'ambassadeur pendant que moi j'étais piégée en France. En 3 mois, finalement, toi tu sautes, lui il saute. Voilà. Toi tu reviens.
Et je découvre. Et quand tu reviens, tu as un nouveau chef de service, Voilà. d'accord. Et qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là? Alors je découvre que en fait, il me retire la gestion de mes, il me retire dans les faits la gestion de mes dossiers pour les donner à une des secrétaires du service. Donc les dossiers bourse, Mission, invitation, tout. Alors, invitation. Les dossiers bourse, il n'y en a plus, il n'y en a eu qu'une, mais tout le reste était, au lieu d'avoir une répartition homogène entre les bourses d'études, les missions, les invitations, il n'y avait plus que des missions, des invitations. Il n'y avait plus aucune bourse. Mais bon, enfin, voilà, avec de grosses... Et qui était donné à une des secrétaires du service, mais en plus de son travail habituel, sauf que évidemment, la secrétaire, pour traiter ses dossiers, c'était plus facile parce que les dossiers étaient vides. Moi, je recevais les gens, je les remplissais ces dossiers, et donc il y avait un suivi. Sauf que là, la nouvelle hiérarchie donne mes dossiers à une des secrétaires de service, en disant voilà, c'est vous, madame. Mais elle ne les traite pas puisque les dossiers étaient vides. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu en quoi les dossiers sont vides? Parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant. Hop, je vais tourner la caméra. Donc, là, par exemple, ce sont des bases. Alors ça, c'est, on va revenir sur les photos qui sont à la gauche après. Donc ça, c'est l'année 2008. Normale, une année normale d'invitation pour l'année 2008. Voilà. Donc vous regardez, il y en a une quinzaine, je dirais, une dizaine même. Et sur cette dizaine d'invitations, à la fin, on peut voir que déjà, donc elles sont toutes budgétisées ici. Voilà. Et surtout, celles qui ne sont pas budgétisées sont annulées ou refusées. Donc on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4 d'annulés. Donc sur cette quinzaine d'invitations, il y en a déjà 4 d'annulés. Donc ça fait à peu près une dizaine d'invitations sur toute une année. Et sur l'année 2009, et bien voilà. Donc là on est sur une dose d'invitation qui n'est plus du tout la même, puisque bah, on peut en compter, je sais pas, 2, 4, 6, 50. 8 à 50. Donc on a 50 invitations. Et sur ces 50 invitations, avant, vous pouvez regarder, tout est bien renseigné, le nom de famille, le prénom, le secteur, la discipline, la date de l'invitation, le lieu, etc. Jusqu'au prix, le mail, voilà. etc., jusqu'au budget. Hein. Alors que là, bah, finalement, on se rend compte que... alors, MCA, tu m'as dit... Ce sont les initiales de la secrétaire. Donc ça, c'est les initiales de la secrétaire. Donc, quand elle ne sait pas, la secrétaire, elle met voilà. MCA un peu partout. Voilà. Donc, tout ce qui est en jaune... Tout ce qui est vide et en jaune, ce sont des anomalies. C'est des anomalies qui ne sont pas renseignées, c'est voilà, ça. Donc, voilà. Donc, organisme, on ne sait pas qui c'est. Le référent, on ne sait du coup si c'est non, on ne sait pas qui c'est. L'email, on l'a pas. Voilà, donc, et surtout les budgets, surtout les budgets. Là, par contre, c'est bien imputé. Voilà, qui sont importants. J'essaie de tenir le téléphone droit. Surtout les budgets, finalement, on voit. L'imputation budgétaire, c'est dépensé. Voilà, là, le coût de l'invitation. Donc on a 0,000. On en a calculé. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est moi qui les ai traités. 7. Il n'y en a que 7 qui sont renseignées et toutes celles-là, c'est Françoise qui les a traitées. Parce que sinon, c'est imputé budgétairement. Et voilà, et elles sont toutes imputées budgétairement. Voilà. On a le numéro de... Voilà, donc c'est financé, mais on ne sait pas de combien, on ne sait pas où ça va, etc. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué? Tout à fait, très bien. Ok, super. Voilà, donc on se rend compte qu'il y a 4 fois, même 10 fois plus, 5 fois plus d'invitations que l'année d'avant. Et en plus, il n'y en a aucune qui est renseignée. Voilà. Donc toi, c'est ça que tu remarques quand tu reviens. C'est que le travail que tu avais mis en place de mise en ordre, il a été complètement balayé. Et surtout du coup, maintenant, c'est plus toi qui traites les dossiers. Et il n'y a plus du tout les informations nécessaires. Et donc, c'est traité par ta collègue de bureau qui est juste à côté de toi. Non, c'est par une des secrétaires de service. C'est pas MCA, ta collègue de bureau? Non, c'est une des secrétaires. Ma collègue de bureau, c'était un emploi fictif. D'accord, oui, voilà. Mais justement, d'accord, mais comme il n'y a rien dans les cas, je me suis dit c'est fictif. Tu vois. Voilà, j'ai cru que c'était la même. Voilà. Donc, ça, une des secrétaires du service, voilà, qui... D'accord. Donc, toi, quand tu te rends compte de ça, qu'est-ce que tu fais? Alors j'essaie de comprendre, je pose des questions, évidemment je me heurte à une grande hostilité, une grande violence de ma hiérarchie, donc je pose des questions par écrit, par mail, et puis je ne reçois pas du tout de réponse, et à
à un moment, on me dit toujours oh, plus tard, on verra, plus tard. Et puis, donc tout ça dans une ambiance de grande violence au quotidien. Et je finis par écrire à mon administration centrale pour expliquer la situation. Alors, tu as une première administration qui est au Bénin. Alors, j'ai ma hiérarchie au Bénin, à l'ambassade au Bénin. Ouais. J'essaie de comprendre et je lui écris en lui disant mais je me permets d'attirer votre attention sur les graves dysfonctionnements que je constate. Les dossiers sont vides, mais imputés budgétairement, le problème, les dossiers sont vides. Expliquez-moi, où sont les dossiers? Montrez-moi, je ne comprends pas votre organisation. D'autant plus que tu étais responsable de ces dossiers. On t'avait retiré le truc, mais juridiquement, tu l'étais toujours. Dans les faits, donc moi j'étais très inquiète parce que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Donc les dossiers, je voyais bien que les dossiers étaient vides. Je posais des questions à la secrétaire qui était très gênée pour me répondre. Qui me disait, et puis... les dossiers étaient vides et ce qui m'inquiétait, c'est que ma hiérarchie me présentait à l'extérieur comme étant responsable de ces dossiers, alors que dans les faits, je ne contrôlais plus rien. Et je voyais bien qu'il y avait de gros problèmes. Ces dossiers vides, imputés budgétairement. Ouais. Donc, alors, j'interromps une seconde, Françoise, pour répondre aux personnes qui se poseraient la question de pourquoi ce live. Parce qu'en France, on a tendance à nous dire que si on nous fait payer un peu plus d'impôts à droite, un peu plus de TVA à gauche, qu'on nous réduit des trucs, on nous assassine de taxes systématiquement sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent et que la dette publique et que voilà. Donc là, on est en train de démontrer, tout simplement factuellement, et on va y venir un petit peu plus dans le détail, que finalement l'argent public est parfois volé, dilapidé, et enfin voilà, il sort du circuit par des personnes qui sont en poste, qui sont puissantes et qui vont sortir de l'argent, sortir du circuit cet argent, et du coup là on est face à une personne qui a subi ça et qui est en train de l'expliquer, voilà, et on va passer en revue toute l'histoire. Donc pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous êtes qu'au début de l'histoire, vous allez comprendre, ne vous alarmez pas, voilà. Je refaisais juste une petite parenthèse. Oui, non, je t'en prie, merci Gabin. C'est important de recadrer un petit peu le truc. Merci, parce que ce sont des détournements de fonds publics. Voilà, des détournements de fonds publics. Des détournements de fonds publics, donc c'est votre argent, c'est le mien, et c'est en toute impunité. Donc, et à l'échelle d'une ambassade, c'est-à-dire que c'est les hauts fonctionnaires de l'ambassade qui le permettent et qui le font. Et c'était, voilà, enfin, moi j'étais juste responsable d'un budget, donc je peux témoigner pour mon budget, mais c'était des détournements de fonds publics, des choses qui sont imputées budgétairement sur la base de dossiers vides. Il y a un problème. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup. Et bon, effectivement, donc c'est une succession d'anomalies énormes. C'est ça. Et ce qu'on veut mettre aussi en lumière, c'est oui, ce n'est pas un secret, mais c'est important d'en parler parce que c'est des gens à qui on ne donne pas la parole dans les médias. D'une part, c'est important d'en parler, et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est ce qu'on va faire vivre à la personne qui va mettre en lumière cette escroquerie, même pas en voulant foutre la merde, juste en disant attention, moi je suis responsable, les dossiers sont vides, qu'est-ce que je fais? Et vous allez voir ce qui lui est arrivé, vous allez simplement halluciner, on n'est qu'au début de l'histoire. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire preuve de patience, de bien écouter tout ce qui se dit, de partager cette vidéo à fond sur les groupes, et on continue. On en était, du coup, tu sais où on en était? Oui, donc je signale à ma hiérarchie, donc voilà, ces dossiers vides et tout ça, sachant que d'autant plus que elle me présentait à l'extérieur comme étant responsable de ces dossiers, et donc moi je voyais que ma responsabilité était engagée. Je vais montrer le mail où tu signales justement, ça te convient? Et donc je finis par alerter, écrire à mon administration centrale pour dire voilà la situation, je signale à ma hiérarchie ces dossiers vides imputés budgétairement, elle ne me répond pas, je fais quoi? Et je donne des exemples très précis qui, avec le recul, sont très clairs quant au caractère fictif des dépenses engagées. Et je conclue en disant, se pose quand même une question de responsabilité, la mienne,
de contrôle, de transparence. Parce que moi, en tant que petite fonctionnaire, je savais que j'allais devoir rendre des comptes et je voyais bien qu'on faisait des choses en mon nom dans ton dos, qui, en voulant me faire porter le chapeau, qui n'était pas correct. Et donc, je voulais juste comprendre et ne pas cautionner ça. C'est ça. Et du sans coup, être polémique ou juste. Je voulais juste être factuel. C'était des dossiers vides, imputés budgétairement. Bien sûr. Puis toi, tu étais une travailleuse, quelqu'un qui voulait bien faire son boulot. Donc, on reprend le courrier que tu adresses du coup. À Paris. Ça, ouais. Je peux montrer Paris. les noms voilà, et tout. Sûr. Ah oui, tout ça, parce que voilà. ce monsieur. Donc, ça, c'est le mail d'alerte que Françoise envoie du coup le 14 décembre 2009. Il y a une chronologie à bien comprendre dans cette affaire. Elle l'envoie du coup à Jean-François Bao, du coup Bao qui était à Paris. Voilà. Donc c'est ton responsable à Paris, donc de la cellule centrale, voilà. Quoi. Donc monsieur, je me permets de reprendre contact avec vous. Donc la partie qui nous intéresse, c'est surtout ici. Donc là, par ailleurs, je me permets de poser une question complémentaire. Je ne sais pas à qui la poser. Je suis en principe responsable des bourses, missions et invitations au sein de cette ambassade. Depuis ce 1er septembre, ma nouvelle hiérarchie a décidé de m'enlever les missions et invitations en déclarant oralement que je restais responsable des bourses d'études et de stages, au motif qu'il y aurait davantage de bourses d'études en 2010. Donc on justifiait le changement de fonction par une augmentation des bourses d'études en 2010. Or, dans les faits, je n'ai plus du tout le contrôle de ces bourses de stage pour lesquelles je n'arrive même pas à obtenir les dossiers, voire même l'information, malgré mes demandes. Ma source à cet égard reste la consultation presque quotidienne de Prism, qui doit être un outil informatique de gestion. J'ai souligné auprès de ma hiérarchie à maintes reprises les inconvénients résultant de cette situation, et notamment les anomalies évidentes qui en découlaient. Exemple, 2 journalistes programmés de façon anonyme par un attaché de coopération, journaliste 1 et journaliste 2, qui, lors de la concrétisation de ces bourses de stage, donnent lieu et création et consommation d'une 3e et 4e bourse, etc., etc. Il me semble que se pose à l'évidence une question de responsabilité et de contrôle que, de fait, je n'ai plus. Je m'apprête à mettre à nouveau en évidence auprès de ma hiérarchie, donc ta hiérarchie directe à l'ambassade, par écrit, et je vous saurai gré de m'indiquer le correspondant Prism que je pourrais mettre en copie de cette situation, etc. Car me paraît préjudiciable à un usage transparent et cohérent. Donc, suite à ce courrier, toi, qu'est-ce que tu as comme réponse? Rien. Tu n'as même pas un retour de mail? Non. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur à qui j'écris, il a pris ma place après mon agression. D'accord, bah justement, on va en parler. Donc, ce monsieur à qui tu as... d'accord, c'est lui qui est venu te remplacer sur ton poste après. Alors, justement, il y en a qui me disent « finis pas dans un coffre ». Alors, j'avais commencé le live avec le casque. Je vais le remettre un petit peu parce que j'adore. Parce que les journalistes ont tendance à avoir peur, enfin, surtout les médias, à donner la parole comme ça aux lanceurs d'alerte. Et pourtant, c'est super important pour faire comprendre aux gens tous les mécanismes des choses dont on ne parle jamais. Corruption d'élite. On ne parle pas. La corruption, les tournements au sein d'une administration, c'est connu. Voilà, donc c'est pour me protéger. Personne ne parle. Voilà. Personne ne parle. C'est ça. Donc, on reprend. Donc, on a compris, tu alertes, tu n'as aucune réponse. Je n'ai aucune réponse. Derrière, est-ce que tu reçois des menaces de la part de tes collègues, de l'ambassade, de la hiérarchie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine que comme ils ne te répondent pas, ils doivent de l'autre côté alerter. J'imagine. Ils doivent le dire. Qu'est-ce qui se passe? Ma hiérarchie était très violente à mon encontre. Et est-ce que tu veux que je parle des menaces de la réunion de service ou... Alors, bah oui, on va en parler, mais du coup, toi, après ce truc-là, c'est quoi la suite de l'ambiance du truc? Toi, tu commences à te poser de plus en plus de questions, t'as pas de retour? Je me pose des questions, en même temps, bon, je suis pris, je travaille énormément, j'ai pas de réponse, je vis dans une ambiance de harcèlement, de violence au quotidien qui font que des avocats interviennent à distance, etc. Et notamment, on peut peut-être parler de témoins qui m'ont, à un moment donné, des gens au cours d'une même semaine sont venus me trouver pour me répéter la même scène. Donc avec collègues de travail, ils étaient combien à venir te voir? Des collègues, non, des gens qui connaissaient le petit personnel de l'ambassade.
Le Parce que petit tu vois, personnel parce qu'il faut t'appelle. savoir que dans l'ambassade, alors c'est pas péjoratif, hein, dans l'ambassade, vous avez les gens qui travaillent, donc les fonctionnaires comme moi, des Béninois qui sont employés pour travailler à l'ambassade. Et il y a tout ce qu'on appelle le petit personnel, c'est-à-dire beaucoup de chauffeurs, oui, beaucoup de chauffeurs en fait, c'est ça. Et D'accord. les gens m'aimaient bien. D'accord. Les gens m'aimaient bien. Et donc, il y a des personnes qui étaient en contact avec ces chauffeurs. Donc, pour les autres, enfin les fonctionnaires, souvent, mes collègues, souvent, ils considéraient ce petit personnel un peu transparent. Oui, Voilà, bien tu sûr. vois, donc voilà. Et donc, des gens qui. Ces chauffeurs ont répété des choses qu'ils ont entendues à des gens. D'accord. Voilà, donc, Dans une réunion ou pas du tout? ils ont entendu des choses. Et donc, du coup, il y a plusieurs personnes qui, une même semaine, m'ont raconté la même scène, à savoir que ce serait tenu au sein de l'ambassade une réunion de service, au cours de laquelle ma hiérarchie, et notamment le numéro 2 de l'ambassade, aurait envisagé la question de m'éloigner pour de bon de l'ambassade, parce qu'ils n'arrivaient pas à me faire comprendre le message qu'il fallait que je m'en aille. Et au cours de cette réunion, donc, ils ont envisagé, parmi les moyens pour m'éloigner, un viol commandité. Donc ça, Plusieurs personnes me racontent cette histoire-là, la même scène. Et ces mots-là, viol commandité, c'est vraiment ce qu'ils t'ont dit? Alors, ils m'ont répété les mêmes phrases, à savoir que au cours de cette réunion de service, il aurait été dit, pour se débarrasser de Madame Nicolas, puisqu'elle aime tant le pays, puisqu'elle aime tant le Bénin, puisqu'elle aime tant le pays, on va l'en dégoûter. Pourquoi pas un projet, pourquoi pas un viol commandité? Et donc, l'expression viol commandité n'est pas courante en France et encore moins au Bénin. Donc du coup, ça m'a alerté que plusieurs personnes différentes me répètent cette expression de viol commandité. Et donc du coup, j'ai écrit à mes avocats en leur expliquant, voilà. Justement, on a le courrier. Voilà, c'est cette histoire de viol commandité qui revient de la bouche de plusieurs personnes qui du coup alertent Françoise. Et Françoise, à ce moment-là, pour se couvrir, envoie un mail à ses avocats. Donc, je vous le montre. Le mail date du 18 octobre 2009. Donc, finalement, une semaine ou deux après que tu aies annoncé ce que tu avais relevé, les dysfonctionnements. Oui, voilà, une semaine après. Dans ces eaux-là. Voilà, donc elle envoie à son avocat, maître. C'est après beaucoup d'hésitation que je vous écris ce mail, car je voudrais vous communiquer une information que 2 personnes m'ont donnée oralement ces jours derniers. Comme je vous l'ai déjà écrit, on parle de moi dans les dîners en ville. Mon ami à la présidence de la République est devenu mon amant, CF, histoire de l'accusation d'espionnage à mon retour. Donc ça, on n'en a pas parlé. Désormais, on évoque ma trop grande proximité avec la population béninoise et on envisage des actions à mon égard. Pourquoi pas un viol commandité, ce qui irait dans le sens des documents figurant dans mon dossier administratif et signé par l'ambassadeur, à savoir mon inadaptation chronique à la vie au Bénin. Donc ça, on n'en a pas trop parlé. Mais voilà, en tout cas, alors pourquoi du coup sur ce document tu dis ma trop grande proximité avec la population béninoise? Parce que justement, on me trouvait trop sympa avec les gens. On me trouvait trop sympa. Je parlais du petit personnel, par exemple, tout à l'heure. Enfin, c'est pas péjoratif. Hein. Les chauffeurs, tout ça. Moi, je disais, je travaillais beaucoup avec eux parce que j'avais besoin d'eux pour m'emmener à droite, à gauche, parce que j'organisais des concours, des examens. Et donc, je disais merci, bonjour, au revoir. Enfin, j'étais normale. Or, ça ne plaisait pas. Et on trouvait que j'étais trop sympa. On trouvait que j'étais trop... Le simple fait d'être poli, on trouvait que j'étais trop sympathique avec les gens. Donc, c'est ce qu'on appelle ma proximité avec la population béninoise. C'est que j'étais normale. Je considérais les gens... Humaine. Normal, je veux dire, correct. Chacun... Sans mépris de classe. Voilà, parce que... Et donc, c'est ce qu'on appelle ma proximité avec la population béninoise. D'accord. Voilà. Ok. Parce que j'étais sympa, mais j'étais normale, comme j'étais avec n'importe qui. Ok. Je faisais pas de différence de classe. Donc t'envoies sur le coup pour censurer. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Je vois que il y a quelques trucs. Donc du coup, tu envoies ce mail à l'avocat. Et je termine surtout au cas où il m'arriverait quelque chose. Oui, c'est vrai. Oui, qu'il y ait une trace au cas où.
en effet. Donc, t'envoies ça à ton avocat, on est le 18 octobre 2009. Finalement, tu as été agressé le 14 janvier. Est-ce que tu peux nous expliquer par qui tu as été agressé et comment ça s'est passé exactement? Alors, ça c'est à mon retour de vacances, donc après avoir alerté l'administration centrale à Paris sur les problèmes de dysfonctionnement de dossiers vides, tout ça, je suis partie en vacances. Et quand je suis revenue, j'étais aphone. Je ne pouvais plus prononcer un son, voilà. Et donc quand je suis revenue, j'ai trouvé à l'ambassade, il y avait une ambiance particulièrement électrique et hostile. Et ma hiérarchie et ma collègue de bureau essayaient de créer une ambiance d'animosité gratuite. Et je ne comprenais pas tout ça. Je reviens sur ma collègue de bureau. Je partageais mon bureau avec une femme qui était un emploi fictif de l'ambassade. Une femme du coup... une femme béninoise, qui maintenant a la nationalité française, mais une femme béninoise qui passait sa journée au bureau, mais qui ne travaillait pas pour l'ambassade, ou travaillait très peu. Elle passait son temps à gérer sa fortune immobilière. C'est ce qu'on appelle un emploi fictif. Elle était là parce que c'était bien, c'est une image, c'est une carte de visite importante de travailler à l'ambassade de France. Il y en a qui faisaient du vrai boulot, qui faisaient des petits trafics, mais elle, c'était manifestement, c'était pour être présente. Elle passait son temps elle travaillait très peu pour l'ambassade, c'était un emploi fictif. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est une pratique courante. Oui, et d'ailleurs, on va découvrir après qu'elle était un petit peu proche de certaines personnes. Elle était très proche du pouvoir béninois. Voilà, très proche du pouvoir béninois, et c'est ce qui justifiait justement cet emploi fictif. Alors toi, tu partageais ton bureau avec cette dame-là. Avec cette femme. Vous aviez, du coup, je vais montrer une photo. Ici, on va voir, on découvre, je tourne l'appareil photo. On découvre du coup le bureau de Françoise. Donc ici, c'est son bureau là. Et ici, en bas à gauche, c'est le bureau de cette dame-là. Voilà, qui s'appelait comment? Armelle Aplogan. Armelle Aplogan. Donc je remets la caméra dans le bon sens. Hop. Armelle Aplogan. Donc le 14 janvier, tu es à ton bureau. Avec ta collègue, tu es concentrée dans un dossier, oui, ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, j'étais donc concentrée absorbée par mon travail. Et à un moment donné, j'ai vu ma collègue de bureau se lever dans mon champ de vision, donc je n'ai pas prêté attention. Elle s'est levée, elle a contourné son bureau et elle est venue, elle a attrapé un cintre cassé qui était accroché à la porte du bureau et elle s'est approchée de moi pour me frapper au crâne. Donc du coup, je me suis levée, on s'est un peu battu, voilà, j'ai pas compris ce qui se passait. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose de très pointu au niveau de mes yeux, j'ai pas cherché à comprendre ce qui se passait. Et j'ai fermé mes yeux de toutes mes forces et mordu de toutes mes forces. Et en fait, j'ai mordu son doigt parce qu'elle cherchait à me crever les yeux. Voilà. Et elle a lâché mes yeux et elle m'a serré le cou, elle m'a étranglée. Et comme j'étais aphone... Alors, aphone, je vous explique. Je ne pouvais pas prononcer un son parce que j'étais malade. Elle avait une maladie qui l'empêchait de parler. De prononcer un son, donc je ne communiquais que par écrit. Donc quand elle m'a agressée, j'ai voulu appeler au secours, j'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche parce que j'étais malade, je pouvais pas prononcer un son. Donc là, j'ai voulu appeler au secours, crier, et aucun son n'est sorti de ma bouche. Et donc, du coup, sous l'effet de la strangulation, j'étais en train de perdre connaissance et de mourir. Et c'est à ce moment-là que, par chance, un agent d'entretien travaillait sur le palier devant la porte de mon bureau, est entré dans le bureau et a réussi à arracher mon agresseur, ma collègue qui m'étranglait, à l'arracher à mon cou et donc m'a permis de survivre in extremis. D'accord. Non, je coupe pas la parole, simplement j'essaye d'animer et d'orienter les choses correctement. Maintenant, je vais vous montrer rapidement les photos qui attestent de ce qui s'est passé. Donc, on peut commencer par les griffures. Donc là, on va retrouver sur la poitrine de Françoise du coup des premières griffures liées aux ongles de cette dame. Sur cette photo, c'est le dos. Le dos. Donc là, on va avoir des griffures aussi. Alors là,
on voit bien que les 2 yeux ont été touchés par les ongles de cette femme, du coup de Madame Aplogan. Voilà, donc là c'est flagrant à ce niveau-là de l'œil, il y a un bleu assez profond. On voit que ça a été violent. Ici, on va avoir les marques aussi sur les bras. Du coup, elle a été serrée, c'est ça? Voilà, pendant qu'elle m'étranglait. D'accord. Donc elle m'étrangle elle me maintient avec la main gauche. Et elle m'étrangle avec la main droite. Et elle t'étrangle avec la main droite. Et là, on va découvrir excusez-moi, parce qu'il y avait la carotide. Voilà, donc au niveau de la carotide, une grosse marque de strangulation. C'est la peau qui est partie tellement elle m'a serré. C'est ça. Et je vous montre cette photo-là aussi, voilà, qui est parlante. Voilà. Donc, là, on a compris un petit peu plus. Les circonstances de cette agression. Donc cet homme de ménage, il intervient pile au bon moment, il te sauve parce que tu étais en train de perdre connaissance. J'étais en train de mourir. D'accord. D'accord, mais d'ailleurs j'ai lu des échanges où tu estimes que si tu as envie c'est grâce à lui. Et justement, cet homme de ménage, alors ce qui se passe après, c'est que donc tu es par terre, qu'est-ce qui se passe? L'homme de ménage arrive et les ambassadeurs aussi? Oui, en fait, comme l'ambassade, le bâtiment administratif de l'ambassade est tout petit, donc moi j'étais en train de perdre connaissance, donc je suis tombée à terre, j'ai glissé par terre. Et donc quand j'ai relevé la tête, j'ai vu devant moi, enfin à 1 mètre de moi, j'ai vu 3 hommes qui étaient en randonnion à me regarder. Il y avait l'ambassadeur qui était descendu de son bureau, qui était juste au-dessus. Il y avait l'ambassadeur, mon chef de bureau et son adjoint qui étaient en randonnion et qui me regardaient. Et c'est quoi leur comportement? C'était un peu me regarder comme on regarde un insecte. Ils sont pas venus t'aider? Ah non, du tout. Ils m'ont regardé comme un insecte. L'ambassadeur a dit un truc du genre, mais encore Madame Nicolas qui fait des siennes. Moi, j'étais à terre en sang, j'avais un corsage en sang, etc. J'étais complètement sonnée. Il y avait du désordre partout, évidemment. Ils ne m'ont pas aidé à me relever. Donc quand j'ai vu donc ces 3 hommes qui étaient à 1 mètre de moi, l'ambassadeur, le chef de bureau et son adjoint. Et derrière eux, il y avait mon agresseur qui était en train de se débattre parce que l'agent d'entretien la maintenait pour essayer de la calmer. Et puis le chef... Donc on voyait bien de qui venait l'animosité. Ah oui, le chef des gendarmes est arrivé en cours. Parce que moi, vous n'avez pas fini de tomber des nues. Parce que officiellement, c'est moi l'agresseur. Hein. Oui, officiellement, c'est Françoise. Officiellement, je suis pour l'administration encore aujourd'hui. C'est moi qui ai agressé, c'est moi l'agresseur, et même ils ont dit il n'y a pas longtemps devant un tribunal que j'avais même fait de la prison pour ça. Hein. C'est ça. Donc, ça va loin. Hein. Justement, on va y revenir. Officiellement, c'est moi l'agresseur et j'ai été sanctionnée. Enfin, on va y venir, j'ai été sanctionnée quelques jours plus tard et rapatriée disciplinaire. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe juste après? Genre, il te relève il me relève pas, je me relève toute seule. Tu te relèves et tu vas chez le médecin? Et donc, on m'emmène, un chauffeur de l'ambassade m'emmène chez un médecin qui a fait le certificat de coups et blessures et qui a pris les photos que vous avez vues. Et ma collègue, elle est emmenée chez le médecin de l'ambassade. Donc, voilà, donc je vais chez le médecin qui fait tout ça, qui me désinfecte mes plaies, je reviens. On m'enferme dans un bureau pour que je tape ma version des faits. Le numéro 2 me reçoit, enfin de l'air très sévère. Voilà, donc bon, et on me demande de rentrer chez moi. Je demande à récupérer mes lunettes. On me dit non. Enfin, je rentre chez moi et là, mon état s'est dégradé. J'étais en état de choc, donc mes hématomes se sont refroidis. J'étais paralysée, je pouvais plus fonctionner. J'étais aphone, c'est-à-dire que je pouvais pas prononcer de son. Et en plus, avant l'agression, en plus on m'avait étranglée, donc je suis tombée dans un état de choc. Enfin bref. Et pour le faire vite, pendant toute la semaine qui a suivi, j'étais obligée d'avoir quelqu'un chez moi parce que je ne tenais pas seule debout. D'accord. Donc voilà, et tous les jours, il y avait des gens de l'ambassade qui venaient et je comprenais pas pourquoi j'étais accusée, je comprenais pas qui, quoi, qu'est-ce. Et au bout d'une semaine, l'ambassadeur a fait porter un courrier chez moi pour dire, voilà, vous êtes à l'origine d'une altercation. C'est ça, justement, excuse-moi, je te coupe une seconde, je vais vous montrer les documents. Donc déjà, le certificat 2 coups et blessures qui date du 14 janvier.
à Cotonou, du coup, certificat de coups et blessures, donc je sous-signais docteur Anne, certifié avoir reçu ce jour à 9h30 Madame Françoise Nicolas, 48 ans, qui dit avoir reçu des coups de porte-manteau en plastique et avoir été griffé par sa collègue dans son bureau, les lésions constatées sur une femme de 63 kilos. Alors là, il parle pas du tout de strangulation. Après. Ben, c'est le coup abrasif, ils peuvent pas dire strangulation, c'est un constat. D'accord. Température, au visage donc une griffure abrasive, une griffure sur la joue droite, une ecchymose de 1 cm de diamètre sur la paupière, une griffure sur la commissure gauche des lèvres, sur le cou une abrasion cutanée de 3 cm, donc qui du coup voilà, justifie la strangulation, c'est ça. 3 longues griffures au bras droit, une ecchymose, le haut du dos, donc qui lui donne un ITT de 8 jours de repos qui a été prescrit, donc en incapacité temporaire de travail. Suite à ça, donc t'es mis en ITT et ensuite, je vais montrer le document suivant. La lettre de l'ambassadeur. C'est celle-là ? Oui. Voilà, donc l'ambassadeur, le 21 janvier, donc ça a été très vite puisque voilà, une semaine après. Donc le 14 janvier dernier au matin, un grave incident est intervenu. Depuis cette date, cet événement qui mobilise quotidiennement plusieurs de mes proches collaborateurs et moi-même a suscité une forte émotion au sein des personnels de cette ambassade, mais aussi des autorités béninoises. Hier, encore une intervention du premier conseiller au niveau du garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la légalisation des droits de l'homme, a permis d'éviter que les forces de l'ordre béninoises viennent vous chercher ce matin à votre domicile pour vous conduire au commissariat afin d'être entendu dans le cadre de la plainte déposée par Madame Aplogan. Voilà, parce que, en fait, Madame Aplogan, elle, va porter plainte, mais pas toi. Pourquoi alors, Madame Aplogan, elle dépose plainte dans les heures qui suivent. Voilà. Moi, je connaissais pas d'avocat, puis j'étais dans les choux. Enfin, j'étais complètement en état de choc. J'ai contacté un de mes étudiants qui était élève avocat, enfin tout jeune avocat, donc qui a pris les choses en main, qui lui a pu déposer au Bénin une plainte au bout d'1 mois et demi, et en dénonçant par écrit les obstructions auxquelles il était confronté pour que moi je dépose plainte. Et la plainte de Madame Aplogan, qui est toujours mise en avant par le ministère des Affaires étrangères et même aujourd'hui par le défenseur des droits, elle n'a jamais été suivie des faits parce que elle a disparu de la circulation, elle s'est volatilisée, elle n'a jamais été instruite. Et encore plus drôle, c'est qu'elle correspond à une des 3 versions de mon agression, de l'agression de Madame Aplogan. Il y a 3 versions à mon dossier administratif, toutes différentes les unes des autres de la part de cette dame. En plus, dans chacune de ces versions, elle dit que j'ai tenu un discours voilà, plus ou moins long, etc. Alors qu'il est établi médicalement que je ne pouvais pas prononcer un son. Donc c'est évident qu'elle ment. Il y a 3 versions. Oui, c'est clair. 3 versions, elle va porter plainte dans les heures qui suivent alors que toi non. Une semaine après, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc l'ambassadeur te renvoie, tout simplement. Disciplinaire. Donc je continue rapidement la lettre. Comme il vous a été indiqué ce matin oralement, à votre domicile, en présence du conseiller, etc. Je vous confirme que sur le fondement de l'article 9 du décret, etc., voilà, relatif au pouvoir des ambassadeurs à l'organisation des services de l'État à l'étranger, l'administration centrale du ministère a décidé de votre rappel à Paris à compter du 22 janvier 2010. Donc ils disent que c'est une mesure conservatoire pour éviter les problèmes, etc. Toi, du coup, il te donne cette lettre, il t'amène cette lettre à ton domicile. Oui, tout à fait. Et il t'emmène à l'aéroport. Alors, il m'emmène à l'aéroport quelques heures plus tard. Hein. Moi, enfin, quand je dis quelques heures, c'est 12 heures plus tard. J'étais mise dans un avion. Donc, je reçois ce courrier-là. Je comprends pas de quoi il parle, pourquoi il m'accuse, tout ça. J'étais complètement dans les choux et je comprenais pas. Faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, je ne tenais pas debout toute seule, donc je n'ai même pas été en état de faire une valise. J'ai pas pu faire une valise, j'ai rien pu prendre, je ne tenais pas debout toute seule. Donc moi, ce que je voyais dans ce rapatriement, c'est que surtout j'allais être soignée en France parce que j'étais complètement, j'étais très très mal et très très douloureux. Enfin, j'étais très inquiète. Et donc, quelques heures après qu'on m'ait apporté ce courrier à mon domicile, toute une équipe, plusieurs voitures de l'ambassade sont arrivées à mon domicile.
pour être sûr que je prenne bien l'avion, donc le médecin de l'ambassade est venu, m'a accompagné, on m'a dépoté à Paris et on m'a mise dans un avion pour que j'aille chez ma fille à Rennes où j'étais hospitalisée dans la foulée au service des urgences. J'étais paralysée, je tenais pas debout, les ambulanciers me portaient comme un sac de pommes de terre, mais j'ai même pas pu faire une valise. J'ai quitté mon domicile sans rien, avec une valise, mais c'était des gens qui avaient mis n'importe quoi dedans, le tout venant, et moi dans mon idée, j'allais revenir au Bénin, j'allais retrouver ma maison, j'avais rien fait de mal, Alors justement, on va y revenir. Suite à cette agression, est-ce qu'il y a eu une enquête? Parce que toi, concrètement, ce qui est dit dans les courriers que j'ai lus et que je vais sûrement montrer après, on te juge quasiment comme responsable sans aucune enquête. C'est-à-dire que jamais eu d'enquête. Ni est-ce que l'agent d'entretien a été entendu? Non, il n'a pas été entendu, il n'a pas été auditionné, il a été licencié quelques jours plus tard par l'ambassade. Il a été licencié. J'ai le papier voilà, l'agent d'entretien est renvoyé. Voilà. Donc on est le 26 janvier, donc ça s'est passé le 14. Ah oui, ça c'est en 2011. Mais il a été renvoyé peu de temps après. Voilà, j'ai demandé à Franck qui était son employeur, ce qui était devenu de son employé Emmanuel, donc qui est l'agent d'entretien. Il est resté que 2 mois car il ne travaillait pas très bien. Les gens s'étaient plaints de lui apparemment, mais j'ai lu à un endroit qu'il avait été viré la semaine d'après, moi. Je sais plus où c'est. C'est peut-être là. A disparu de l'ambassade peu après mon agression. M'a-t-on rapporté licencié, je te serai infiniment reconnaissante pour toute information me permettant de le retrouver. Mais moi j'ai lu, je sais plus où, mais que c'était la semaine d'après qu'il était... Enfin, en tout état de cause, l'agent d'entretien qui a assisté à l'agression et qui a aidé Françoise est licencié de l'ambassade juste après. Il n'y a pas d'enquête de diligenté. Il te renvoie chez toi en disant... Comme ça, pas d'incident diplomatique et surtout, comme ça, la police ne t'embarque pas. C'est ça qu'ils te disent, quoi. Oui, c'est ce qu'ils me disent. En gros, voilà, c'était toi la coupable. Oui, oui, je suis toujours considérée désignée comme la coupable. Oui, j'étais la coupable et voilà. D'accord. Et donc... Pas d'enquête sur les signalements, pas d'enquête sur l'agression, rien. Et l'agent d'entretien licencié. Voilà. Et j'ai essayé de le retrouver parce que c'est quand même à lui que je dois d'être en vie. Et il a perdu son boulot, il a été licencié et impossible de retrouver son identité. Alors que le ministère des Affaires étrangères le connaît. Est-ce que c'était commun, comme ça, dans les ambassades, de se séparer des hommes de ménage ou d'entretien? Alors je ne sais pas, parce que moi ça a été mon seul poste à l'étranger. Mais c'est pas normal, enfin c'est quand même... cet homme est le seul témoin oculaire de l'agression. Il a été licencié par l'ambassade. Le ministère des Affaires étrangères a son identité, parce que son identité, elle figure quelque part dans les dossiers, dans les registres, etc. Et on ne veut pas me la communiquer. Et du coup, on me dit, bah non, parce qu'il y a une plainte encore pour tentative de meurtre. Bah non, l'agent, le seul témoin oculaire a disparu. Bah écoutez, bah non, ça passe par pertes et profits. Non, c'est l'ambassade qui l'a licencié, voilà. Ok, donc toi, t'es renvoyé à Nantes, c'est ça? Oui, j'ai été renvoyée en France, donc chez ma fille, et t'as été mis au placard. Et donc quelques mois plus tard, eh bien, on m'a muté d'office à Nantes, dans un service mouroir, bureau des retraites du personnel non titulaire, donc un service mouroir où j'étais très très mal accueillie, parce que pour les gens qui m'ont accueillie à Nantes, c'était... on m'avait présenté comme ayant agressé ma collègue. Donc du coup, on voyait bien que j'étais une mère tranquille et tout ça, mais on disait, bah oui, mais on ne sait pas qui a agressé, puis on dit que, voilà. Enfin, donc ça a été l'horreur, donc j'ai été placardisée de plus en plus sévèrement à Nantes pour finir les dernières années dans un bureau au bout d'un couloir avec un boulot qui me prenait 15 minutes par mois. 15 minutes par mois. Je faisais des copier-coller de congés de gendarmes qui avaient travaillé en ambassade pour leur permettre d'avoir des avantages pour leur retraite. Donc le boulot me prenait 15 minutes par mois. Et je le disais, et je demandais du boulot. Et j'ai demandé 76 fois à changer de poste, à sortir de mon placard. J'ai eu 76 refus ou silence, enfin voilà.
76 fois, j'ai demandé à changer de fonction entre 2011 et 2015. Voilà. Apparemment, tentative de meurtre sur Philippe Pasco aujourd'hui. Je suis pas au courant. Philippe Pasco qui est beaucoup investi dans le mouvement des Gilets jaunes en ce moment. On y reviendra, mais là pour l'instant, moi j'ai aucune info. Donc t'es mis au placard, tu demandes 75 fois à te barrer, on te met des années au placard. Je vais vous montrer. Françoise, elle gagnait. Combien tu gagnais par mois quand tu étais au Bénin? Je gagnais 8 000 € et c'était mal payé. Voilà, 8 000 € par mois pour un ambassadeur, en gros pour un poste comme ça. Non, pour un poste de vice-consul, j'étais petit fonctionnaire, c'était un petit poste et c'était un boulot pas très bien payé. Enfin, c'était vraiment un truc. Mais moi j'étais très contente. Hein, puis c'est déjà pas mal, oui, c'est déjà pas mal. Mais comparé aux autres, c'était pas un poste si bien payé que ça. Mais c'était, voilà. Par contre, je vous montre sa fiche de retraite actuelle. Voilà, donc sur le mois de... il est où le mois? Janvier. Donc, janvier 2019. Retraite de l'État. Donc, Françoise touche... 752 € de retraite. Enfin, et après, c'est une rente invalidité. Voilà, donc, tu as 752,36 € de retraite. Donc, tu retires tout ça. Enfin, il me reste 850 € par mois. Voilà. Donc, aujourd'hui, après avoir... en fait, finalement, elle dénonce une escroquerie à l'échelle d'une ambassade qui a pour objet de détourner des fonds publics, donc qui vient de la poche des Français, des citoyens français qui payent leurs impôts. Elle le dénonce, on l'accuse d'être coupable, on la met au placard en France, et aujourd'hui elle se retrouve avec une retraite de 850 € par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lanceurs d'alerte, t'as lu un truc qui t'a pas plu? Oui. Ouais, il y en a parfois qui c'est de la mauvaise foi. Non, mais il y en a parfois, ne te fie pas à tous les commentaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les lanceurs d'alerte sont mis au placard et clairement on les fait taire, et derrière ils ont une vie pourrie. Donc Françoise, elle vient de passer par 10 ans de galère totale. Donc tu as porté plainte? Bien sûr, j'ai eu à ce jour 16 procédures. J'ai totalisé 16 procédures. 16 procédures, c'est ces 16 thèmes qui ont donné lieu à des procédures devant des tribunaux. Je suis allée 2 fois devant le Conseil d'État. On peut notamment mentionner, par exemple, il existe depuis 2015 une plainte pénale contre X pour tentative de meurtre. Contre X, ça veut dire que j'accuse clairement, document à l'appui de ma hiérarchie, d'avoir commandité mon agression. Et tentative de meurtre parce que... Ta hiérarchie française. Ma hiérarchie française, je l'accuse d'avoir commandité mon agression avec des documents à l'appui. Et puis l'agression a été qualifiée pénalement de tentative de meurtre. Le magistrat m'a expliqué qu'il ne pouvait pas faire moins que de reconnaître la tentative de meurtre. Mais que à partir du moment où je ne produis pas le témoin, l'agent oculaire, je n'amène pas dans le bureau du juge d'instruction l'agent d'entretien qui m'a sauvé la vie, et ça reste... il n'y a pas d'enquête. Et il faut savoir qu'à l'occasion des... Donc ça, c'est ma 3e plainte pénale pour mon agression. Et ça a été donc celle au Bénin, je l'ai laissé tomber parce que j'ai préféré le droit français. Mais ma première plainte pénale en France pour violence volontaire, elle a été classée sans suite au motif que je n'avais pas assez de preuves. D'accord. Suite à l'intervention d'ailleurs d'Elisabeth Badinter. Enfin bref. Donc classée sans suite parce que je n'avais pas assez de preuves. Donc j'ai fait une 2e plainte pour tentative de meurtre. Donc le magistrat dit on est obligé de reconnaître la tentative de meurtre, mais vous ne nous amenez pas le témoin oculaire, l'agent d'entretien dans le... Et ce à quoi je voulais en venir, c'est que dans les 2 procédures en France, mon ambassadeur a été interrogé, et qu'il est tellement sûr de son impunité qu'à chaque fois il fait des déclarations très différentes sans même veiller à un minimum de cohérence, par exemple sur le nom des personnes présentes dans la pièce. Il s'en fout, il est tellement sûr de lui qu'il va raconter n'importe quoi d'une fois à l'autre sous serment parce qu'il est sûr de son impunité. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose. Il n'y a personne qui a soutenu Françoise, sauf le syndicat national CFTC, donc des agents du ministère des Affaires étrangères. Je vais vous montrer le courrier. Donc en 2013, il y a un monsieur là-bas. C'est le seul qui a été. C'était un individu qui était au ministère des Affaires étrangères, qui était protégé
en ce sens parce qu'il était énarque, hein, de la même promotion que Macron, énarque, et qui avait des valeurs humanistes. Il a été sensible à mon cas, ça a bien été le seul. Il a écrit à la DRH sur ma situation. Voilà, donc il écrit à la DRH, je vous montre le courrier. Donc, monsieur le directeur, notre syndicat assiste madame Françoise Nicolas, secrétaire de chancellerie, victime en janvier 2010 d'une agression à l'ambassade de France au Bénin, dans sa démarche pour obtenir reconnaissance des faits et retrouver un parcours professionnel normal. Son cas mérite votre attention dans la mesure où, d'une part, la victime ne peut en aucun cas se retrouver seule sanctionnée de facto et où, d'autre part, cette affaire met en évidence des dysfonctionnements graves du service auquel il n'a pas été remédié. La manière dont la hiérarchie de madame Nicolas à Cotonou et l'administration centrale ont traité cette agression et ses conséquences n'est en effet pas correcte. Absence d'enquête sur l'agression, licenciement sans audition de l'agent d'entretien qui s'était interposé lors de l'agression, absence d'instruction des signalements opérés par madame Nicolas quant à la gestion du budget dont elle avait la charge, constat de dépenses fictives, maintien en fonction selon nos informations de l'auteur de l'agression, agent de recrutement local. Dans les mois précédant l'agression, madame Nicolas a fait l'objet de manœuvres pour l'écarter de son poste et a été témoin de pression que son conseiller de coopération et d'action culturelle, monsieur William Bénichou, lui avait demandé de consigné par écrit avant qu'il ne soit remplacé par monsieur Patrice Leroy. On en a parlé tout à l'heure. Après, c'est important ou pas? Dans le cadre de la politique des ressources humaines qui se doit d'être attentive au respect des droits fondamentaux des agents auxquels auxquels vous savez combien la CFTC est attachée, il n'est pas juste de refuser à madame Nicolas la reconnaissance de son statut de victime. Il n'est pas proportionné compte tenu de son grade, de ses compétences, des acquis de son expérience, de son âge et de ce qui s'est produit de lui refuser une nouvelle affectation à l'étranger où elle n'a fait qu'un seul séjour. Enfin, on ne peut laisser des faits d'une telle gravité se dérouler sans que les auteurs soient poursuivis et que des décisions soient prises afin de démonter les mécanismes qui y ont conduit. Voilà, donc en fait, c'est le seul syndicat, en tout cas c'est les seuls... C'est la seule personne, plus exactement. Ouais, ce syndicat m'a trahi. C'est ça, donc en fait ce syndicat, cette personne-là, qui a un poste important qui s'appelait... Emmanuel Cochet. Il est où Emmanuel? En bas. Voilà, Emmanuel Cochet. C'était c'est où qu'on le voit? La seule personne. On voit pas Emmanuel Cochet. Il y a une signature. Voilà. Emmanuel Cochet, on voit pas. Le président. Le président. Voilà. Enfin, en gros, le président du syndicat qui était Emmanuel Cochet, qui était humain, a voulu aider Françoise. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Rien. Il n'y a pas eu de réponse? Non, là, les réponses étaient oui, on s'en occupe. D'accord. Voilà, et donc, cette personne-là, ensuite, a eu des problèmes de santé, a quitté son poste. Emmanuel Cochet a eu des soucis de santé, donc du coup, il a quitté ses responsabilités syndicales, et le syndicat m'a trahi. Donc voilà. Le syndicat, un beau jour, ils te disent... Un beau jour, en 2015, ils m'ont écrit, écoute, ça suffit, on vous laisse tomber, on en a marre, on arrête de vous défendre. Voilà. Alors, je vois un message de Mme Dema en Afrique, que de la corruption vécue pour moi, ne rien en attendre. Là, on parle d'une corruption qui est française. On ne parle pas d'une corruption. On parle de détournement de fonds publics par des Français au Bénin. Qui ont porté préjudice aux Béninois. C'est ça. Qui ne sont pas allés aux Béninois pour moi. Donc, ne pas remettre... parce qu'on a toujours tendance... Enfin, moi, je trouve qu'on parle de la corruption au Venezuela, du flic qui prend le mec dans sa bagnole, qui l'emmène dans les bois et qui lui met une arme sur la tempe pour lui faire tirer l'argent au guichet. Donc ça, c'est la corruption, on va dire, en bas de l'échelle. Mais la corruption d'élite en France, elle est énorme, je pense. Et d'ailleurs, ça en est une partie. Illustration. C'est une histoire vécue. On ne parle pas. Madame tout le monde. Voilà, on ne parle pas de corruption béninoise là ou africaine. On parle d'une corruption française à ne pas mélanger. Qui a porté préjudice. C'était des détournements de fonds publics. C'est votre argent, le mien, et cet argent qui a été détourné n'a pas bénéficié à ceux aux Béninois, à qui il aurait dû bénéficier. Bah oui, il a été détourné. Voilà, oui. C'est ça. Donc l'étudiant qui devait avoir une bourse pour venir étudier en France,
on lui donnait pas sa bourse, on faisait un faux dossier, on prenait l'argent, et d'ailleurs, on le voit, les budgets, c'est à peu près à chaque fois de l'ordre de 2000, 3000 euros. Pour les invitations, parce que pour les bourses, c'est beaucoup plus important. Pour une bourse, c'est beaucoup plus. Mais voilà. Donc, on a compris que le syndicat te lâche. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux dire sur les médias? Toi, tu as, je pense, essayé de médiatiser cette affaire. Est-ce que tu t'es retrouvé face à un mur ou pas? Est-ce qu'on t'a laissé t'exprimer? Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il y a eu 3 livres quand même qui ont parlé de mon histoire, dont un premier livre en 2011. Mon histoire a fait l'introduction d'un livre de poche consacré aux diplomates. Donc le livre a été vendu quand même à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc voilà, l'auteur du livre, Franck Renaud, a essayé dans ses interviews d'intéresser ses collègues, mais bon, il n'y a pas réussi. Moi, j'ai été en contact, je me suis exprimée publiquement pour la première fois en 2015 à la Bourse du Travail de Paris. Il y avait 120 journalistes, 12 caméras de télévision, grâce notamment à Stéphanie Gibaud, à qui je rends hommage. Et donc, j'ai expliqué devant tous ces gens-là, devant 120 journalistes, 12 caméras de télévision, la mécanique de détournement de fonds publics qui avait été à l'œuvre. Personne n'a donné suite. J'ai été en contact avec beaucoup de journalistes qui ont été l'objet de pression ou à qui on me présentait comme étant pas très, plutôt comme une déséquilibrée. Donc j'ai eu quelques articles. Donc il y a eu Nicolas Beau du site Monde Afrique qui a publié un article, un texte que j'ai, parce que mon ancienne DRH est maintenant au gouvernement de Macron, Nathalie Loiseau. Et puis je rends ici hommage à... Ton ancienne DRH? Mon ancienne DRH est devenue, qui a été à la manœuvre pour étouffer tout ça et piloter les représailles contre moi. Cette ancienne DRH, Nathalie Loiseau, est devenue ministre du gouvernement Macron en 2017. Ministre de quoi? Ministre des Affaires européennes. Et donc, quand j'ai lu ça, moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Ouais. J'ai écrit un texte. Un site, Nicolas Beau, Monde Afrique, a jugé que je produisais suffisamment de preuves pour publier ce texte, donc en juillet 2017, qui s'intitule « Nathalie Loiseau m'a tué ». Et ensuite, de façon... je salue ici Médiacité, qui est un média récent de création, qui doit avoir moins de 2 ans de création, mais qui a publié 2 articles de fond me concernant, et qui vraiment a été très courageux. Mais en gros, tu avais contacté des médias de grosse audience Bien français? sûr. Tu as contacté qui? Bien sûr, mais notamment Mediapart. Moi, je les ai contactés plusieurs fois, et j'avais un blog sur Mediapart, je les ai contactés. Mediapart, comme il y a des gens également très connus qui m'ont dit qu'ils avaient contacté Mediapart pour attirer mon cas. Je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas s'ils l'ont fait vraiment. Mais... qui d'autre? J'ai écrit partout. T'as écrit à tous les médias? Oui, j'ai écrit à tous les médias. Et personne n'est au rendez-vous à part 2-3 petits médias ou voilà. un peu. Okay. Non. Donc, non. Est-ce que c'est parce que je suis pas assez claire? Non, mais t'es très claire, c'est ça. Moi, j'ai compris assez rapidement. C'est assez technique, mais finalement, c'est plutôt très clair. Ce qu'on peut se dire... Alors, une fois, il y a quelques années, suite à une intervention donnée de quelqu'un, il y a eu un journaliste de Mediapart, un responsable du service enquête, Michael Adjenberg, qui m'a appelé. Et je lui ai expliqué mon histoire. Il m'a dit textuellement, ça ne répondait pas à sa préoccupation du moment. Voilà, donc c'était en 2014. D'accord. Donc ça fait les 5 ans. Ouais. Depuis rien. Ok. Du coup, toi, c'est quoi aujourd'hui ton sentiment? Je pense qu'on a repris là à peu près toute l'histoire. C'est quoi ton sentiment? Où tu te situes dans ta vie? Est-ce que tu as des rancœurs? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu as envie de dénoncer? En fait, c'est pour ça que tu es là. T'as envie de... Parce que c'est des histoires qu'il doit y avoir dans tous les ambassades. Ah oui, tout à fait. J'imagine. Tout à fait, parce que j'ai rencontré des politiques, tout ça. Moi ce dont je témoigne là, j'ai eu la chance d'avoir survécu pour en témoigner. Ce sont des pratiques de mon ministère qui sont monnaie courante. Il y a des livres, des rapports, des documentaires qui en attestent régulièrement. Les principes restent les mêmes, les noms changent, c'est tout. Mais c'est de l'impunité
total, c'est de l'entre-soi. Il faut savoir qu'il y a un dysfonctionnement des organes de contrôle au sein de mon administration parce que ceux qui contrôlent ces ambassadeurs, ce sont des gens qui vont travailler avec ces ambassadeurs, qui ont travaillé. Oui, c'est ça. Enfin, c'est comme l'IGPN. Je veux dire, on sait qu'ils montent des dossiers tout de suite. Enfin, il n'y a aucune objectivité, il n'y a aucune volonté d'ailleurs d'objectivité. Personne n'a envie que le système ne change parce que tout le monde y a intérêt et tout le monde se tait. Même les employés du ministère des Affaires étrangères, les agents, les petits agents comme moi, ou voilà, tout le monde se tait parce que personne n'a envie de vivre le sort que je vis et tout le monde a envie d'avoir. J'étais plus sanctionnée que des gens qui ont été reconnus coupables de vol. Il faut savoir que j'ai eu des sanctions disciplinaires sans commission de discipline, que j'ai abandonné ma maison, là-bas je venais de payer 1 an de loyer, ma voiture, enfin etc. J'ai pas eu 1 centime d'euro. Et ce qui me choque encore plus, c'est qu'au-delà de ça, je suis allée devant des tribunaux. Les tribunaux ont validé tout ce que j'ai subi. On validé au titre de la raison d'État, on validé, ça a été validé par les tribunaux, ça a été validé aujourd'hui par le défenseur des droits. Le défenseur des droits m'a reconnu lanceur d'alerte, mais il estime que je n'ai jamais suivi de représailles à ce titre. Ah, d'ailleurs, oui, ça c'est un élément important. Tu as été reconnu là en 2018, lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, parce qu'on ne peut pas. On valide bien le fait qu'il y avait une alerte à lancer. Parce que c'est le défenseur des droits. On ne peut pas. En fait, personne ne peut lier que j'ai été lanceur des droits et que lanceur d'alerte et notamment le défenseur des droits, parce qu'il y a des mails qui existent que tu as montré tout à l'heure qui prouvent bien que j'ai alerté, j'ai signalé en interne très poliment, en étant très factuel, auprès de mon administration centrale, auprès de ma hiérarchie, ces graves dysfonctionnements qui étaient des dossiers vides, imputés budgétairement. Je les signale, on ne peut pas le nier. Et simplement, maintenant, on dit, ah bah oui, bah effectivement, oui, vous êtes lanceur d'alerte, oui, mais vous n'avez pas suivi de représailles, ou alors vous avez agressé votre collègue, donc tout ce qui s'est passé depuis, ben, c'est normal, parce que ben, voilà, vous avez été sanctionné. Ils ne prennent pas en compte que c'est toi qui as été agressé. Mais alors, ils ne prennent pas en compte, évidemment, que j'étais agressée, que moi aussi j'ai déposé plainte, qu'il y a des photos, qu'il y a des preuves, il y a tout ça, parce que ma plainte pénale pour tentative de meurtre, elle est au point mort, l'instruction, elle est au point mort, donc j'étais agressée il y a 9 ans, plus de 9 ans. La dernière plainte pénale remonte à il y a 4 ans et elle est au point mort. Concrètement, rien n'est fait. Rien, absolument rien n'est fait. Et quand j'écris régulièrement au procureur de la République pour demander, ben, alors, vous pourriez, mon avocat a donné des idées d'actes de procédure en disant, ben, vous pourriez faire ceci, par exemple, demander l'avis d'un médecin légiste sur la base de la photo de mon cou abrasé par la strangulation au niveau de la carotide. Est-ce que Madame Aplegan avait l'intention de tuer Madame Nicolas, vraiment? Donc, le juge dit, bah oui, mais il me faut aussi l'agent d'entretien dans mon bureau, que vous me l'ameniez. Donc, il faut que je retrouve ce monsieur. Est-ce qu'il est toujours vivant? Donc, j'ai pas son identité. Comment je peux retrouver son identité? Ben, le ministère des Affaires étrangères, là, me la donnera jamais. Si je le retrouve, ce monsieur, est-ce qu'il est toujours vivant? Vous pensez bien qu'au Bénin, avec la fortune qu'a mon agresseur, elle a les moyens de pression sur lui. Est-ce qu'il dirait la vérité? Est-ce qu'il ne serait pas tué? Est-ce que, enfin, ouais, c'est clair. Alors qu'il y a des photos, il y a des faits que quand ça s'est produit, j'étais à faune, je ne pouvais pas prononcer un son, donc je ne communiquais que par écrit. C'est établi médicalement, je ne communiquais que par écrit. Non, mais c'est clair, là, clairement, on a compris qu'il y avait une volonté et une capacité à étouffer une affaire par tous les protagonistes, que ce soit l'ambassade au Bénin, tes responsables là-bas, que ce soit les responsables en France qui n'ont pas écouté. Je vais refaire un petit récap général pour ceux qui sont arrivés à un mot de la fin. Mais en gros, donc, Françoise, elle était du coup vice-consul. Vice-consul, c'est diplomate, c'est voilà, bébé diplomate. Hein, c'est le premier niveau de... Ça veut rien dire, c'est bébé diplomate, ça voulait dire que c'était mon premier poste et que j'étais au niveau 0 de... Bébé diplomate à l'ambassade de France au Bénin et elle a découvert que il y avait des mouvements d'argent
qui n'étaient pas normaux, en tout cas des détournements de fonds. Elle a alerté la hiérarchie d'abord sur place qui lui a dit oui on verra machin, enfin qui n'a pas trop écouté. Du coup elle a alerté la hiérarchie en France qui n'a même pas répondu, c'est ça. Ensuite, du coup, elle a subi d'abord des menaces, ensuite elle a été clairement agressée par une de ses collègues, par sa collègue de bureau. Donc elle est passée à 2 doigts de la mort puisqu'elle a été étranglée, elle s'est pris des ongles dans les yeux, on a montré des photos, voilà. On a voulu lui crever les yeux, etc. Suite à ça, on l'a accusée, elle, d'avoir agressé sa collègue. Du coup, on l'a complètement virée. En une semaine, on l'a fait rapatrier en France et on lui a mis sur le dos tout le truc. Donc, elle a jamais pu avoir gain de cause. Elle a jamais pu non plus médiatiser vraiment son affaire. Aujourd'hui, elle vit avec une retraite de 850 € par mois, alors même qu'elle gagnait 8 000 € par mois quand elle était J'ai gagné 8 000 € quelques mois, mais je travaille. Enfin, oui. je comprends que ça puisse choquer les gens, mais bon, c'était aux affaires étrangères, c'était un boulot qui était mal payé. C'est choquant de dire ça, mais en même temps, bon, j'ai passé un concours difficile. Je bossais énormément. Je bossais souvent 6 jours et demi sur 7. Moi, je faisais beaucoup de boulot. Enfin, je prenais mon travail à 7h30 du matin. Je terminais souvent à 22, 23h. 6 jours et demi sur 7 par semaine. Je veux dire, oui, je l'ai pas volé. Ouais. Et il faut voir aussi. En voulant être honnête. Et puis je faisais beaucoup de travail, c'est sûr. Mais regardez, je l'ai pas volé cet argent. Et ça a été quelques mois, donc j'avais mon salaire de base, il est à moins de 2 000 €. Là, je suis maintenant à 800 € par mois, mais bon, c'est comme ça, hein. Ouais. Bon, en tout cas, on s'en est pas trop mal sorti, je trouve, de l'explication. Ouais, je trouve que ça a été pas mal. On a été assez clair. Merci. Non, bah, pas de Merci souci. à vous de nous avoir écoutés parce que. Pas de souci. Bah oui, carrément. Merci à tout le monde. Vous avez été très nombreux sur le live tout le long du live, donc ça prouve bien l'intérêt que vous avez eu pour ce type d'expérience. Faut savoir que c'était la première fois que Vécu s'investissait dans une affaire de lanceur d'alerte. Mais en fait, on va travailler maintenant de plus en plus avec des profils comme Françoise, de gens qui finalement ont subi la même chose qu'elle pour vouloir dénoncer des abus. Parce qu'il faut éveiller, on pense qu'il faut éveiller les consciences sur ce qui se passe, et là on le fait de manière différente des grands médias, parce que quand ça passe dans un grand média, bon, on a un bout, machin, un petit truc, on te donne un petit peu à bouffer, mais t'as pas vraiment toute l'histoire concrètement. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on le fait en live, on explique tout, on peut le faire dans l'échange, voilà, donc on va en faire d'autres, si ça vous a plu, et puis c'était hyper intéressant, hyper intéressant. Et puis bon, il y a plein de choses, un truc rigolo. Il n'y a pas eu d'enquête, par exemple. Il n'y a jamais eu d'enquête. Parce que j'ai la preuve que au conseil de discipline des ambassadeurs, il y avait le frère de l'ambassadeur que je mets en cause et qui est un actuel conseiller diplomatique de Macron. Comment il s'appelle ? Alors l'ambassadeur que je mets en cause s'appelle Hervé Besancenot et son frère s'appelle Bertrand Besancenot, qui est actuel conseiller diplomatique de Macron pour le Moyen-Orient. Donc oui, le frère couvrait. Donc il couvrait, à l'époque, il était à la commission de discipline des ambassadeurs. Donc vous pensez bien qu'il a tout fait pour protéger son frère et me charger, moi. Et donc la DRH, la directrice des ressources humaines, Nathalie Loiseau, ministre de Macron aux Affaires européennes, a tout fait pour valider ça. Moi, j'étais qu'une petite, un insecte qu'on pouvait écraser finalement pour que les détournements de fonds publics prospèrent et tout ça. On avait tenté de me tuer, j'ai été très abîmée pendant des années, j'ai fait des mois d'hôpital, etc. On s'en foutait de ma vie. On attendait qu'une chose, c'est que je me tue, que je me suicide, que je meure, que je crève. On s'en foutait. Et c'est le monde de l'entre-soi. Ils se tiennent tous. Et moi, je donne des noms et j'ai des preuves. C'est super. C'est super. Ils sont au gouvernement de Macron. C'est ça. Mais on va pas les lâcher parce qu'il y a plusieurs méthodes pour... il faut mettre en lumière ces histoires. Merci. C'est super important.
Pour tout vous dire, c'est une personne de l'équipe Vécu qui m'a alarmé en me disant Gabin, il faut vraiment parler des lanceurs d'alerte, c'est super intéressant, c'est des gens très intelligents qui vivent un enfer parce que un jour, même sans faire exprès, ils ont dévoilé une malversation. En ne faisant un truc. que mon travail. Voilà, je n'ai fait que mon travail. Et du coup, c'est hyper important d'en parler parce qu'on parle beaucoup. Voilà, il faut comprendre que l'argent, il y en a beaucoup, il y en a même trop, je pense. Et c'est parce qu'il est capté par des gens mal intentionnés, corrompus, qu'on vous fait croire que c'est à vous de le payer et qu'on est dans la merde. Mais voilà, il ne faut pas être sorti des grandes écoles pour comprendre ça. De l'argent, il y en a. Moi, oui, c'est ce que je pense. Tout à fait. Donc c'est là, ils mettent en lumière ça. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, c'est ça? Oui, et je pense que ça se répète ailleurs. Et donc, moi, mon cas, il se trouve que au détriment, en plus, des gens. Au détriment des gens. C'est l'argent public français, au détriment des populations, des populations locales. Et il y a une volonté d'étouffer parce que tout le monde a intérêt à ce que le système perdure. Donc après, c'est à vous de nous aider. Mais c'est ça, mais c'est tous ensemble qu'il faut qu'on change le système. Vous aider, mais moi, je ne suis qu'un lanceur d'alerte parmi d'autres. Il y en a, on est nombreux à en prendre plein la figure pour n'avoir fait que notre travail. Et donc, on est tous soumis à la même mécanique de représailles. Et notamment, il y a le livre de Stéphanie Gibault. On va le montrer à l'endroit parce que sinon, ils vont pas le la traque des lanceurs d'alerte qui le démontre par l'exemple à travers une cinquantaine d'histoires, dont la mienne. Et on a tous fait notre travail et on est tous soumis aux mêmes mécaniques de représailles. Voilà, avec nos vies pulvérisées, broyées. Voilà, c'est quand même pas normal, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Bon, après, il y a une personne qui me dit c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. Certes, j'ai résumé le truc. Sauf que détournement de fonds publics, menaces, agressions. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Elle veut dire qu'il y a de l'argent, machin. Mais si, ça commence là, en fait, quand il n'y a pas de corruption et que les richesses sont partagées correctement. Tout le monde va bien, en fait. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. On va se dire oui, c'est des petites sommes, c'est pas l'évasion fiscale, mais n'empêche que si c'est multiplié dans X ambassades, depuis combien d'années et si personne ne fait rien, personne ne dit rien. Moi, je prouve. Je parle, je prouve. Ouais. C'est clair, non mais c'est top, t'as tout bien expliqué. Je vais dire une petite dernière chose. L'association Vécu, le média, est créée. Donc j'ai les papiers, donc c'est super. On a mis en place aujourd'hui la campagne Tipeee. Donc Tipeee, c'est un système de financement participatif, mais mensuel. Donc voilà, nous, on va se développer, Vécu. On va essayer de se professionnaliser, rester totalement indépendant, que ce soit d'actionnaires et de subventions de l'État. On ne veut pas fonctionner comme ça. On veut que les médias soient aux mains des citoyens. Et pour ça, on propose aux citoyens qui ont conscience que c'est important ce qu'on fait. Et je pense qu'on le prouve encore une fois ce soir. Et des choses, on peut en prouver bien plus dans les semaines et les mois qui viennent. Mais ça va dépendre de votre capacité à prendre en main la chose aussi, vous. Parce qu'on a besoin de vous. Le lien, il est en haut du live, sur le titre, en bas, il y a marqué lien Tipeee, etc. Donc vous pouvez, à partir de 1 euro par mois, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 15 euros, 50 euros, 100 euros, ce que vous voulez. Mais nous, on n'aura que cette manière pour pouvoir continuer, parce que on peut pas faire la manche pour faire ce qu'on fait. Enfin, on est obligé de gagner notre vie, et puis on doit acheter du matériel, et puis on doit mettre plein de choses en place, avoir des bureaux après, etc. Et pour tout ça, il faut de l'argent. Et voilà, donc rien sera payant, mais ceux qui veulent financer Vécu le peuvent. Voilà, donc j'en reparlerai. Pour l'instant, on n'a pas trop communiqué dessus, mais ça va pas tarder. En haut du live, vous avez le lien, et sinon, vous nous envoyez un message et on vous le balance. Voilà. Merci Gabin, merci à vous. Je te fais un bisou. Merci. Ton histoire est touchante. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être attentifs, parce qu'on est tous, nous les lanceurs d'alerte, on n'est pas des héros, on est juste des gens ordinaires sur qui est tombé, on s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais franchement, derrière tout ça, vous êtes tous concernés, parce que c'est quand même votre argent, le nôtre, et puis c'est quand même... C'est clair.
voilà, et toutes nos histoires sont emblématiques de choses très graves qui portent atteinte à l'intérêt général. Voilà. On va avoir très bientôt de nouvelles histoires comme ça, très intéressantes. On vous fait des bisous à tout le monde. N'hésitez pas à partager une dernière fois à fond le live sur tous les groupes, etc. Vous êtes encore 650. Faites-le chacun une dernière fois. Et puis merci à tous pour vos commentaires. Et puis demain, demain il y a l'acte... on ne bouge 17. plus, donc on va le couvrir demain, après-demain, et puis on va sur Besançon aussi samedi avec le neurochirurgien. Je le rejoins là-bas pour couvrir son action, et on couvrira aussi à Paris ce qui se passe. Voilà, et pas mal plein de choses à venir. Voilà, on vous embrasse. Ciao tout le monde. Au revoir. Salut. Merci. Ciao.